Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux news. Ce soir, la première partie sera un focus sur les violences qui ont secoué la commune de Yopougon. Le procureur de la République a rendu public un communiqué mettant en cause d'anciens responsables politiques, notamment Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense, et Kone Boubacar, ambassadeur, à la retraite dans l'organisation de ces troubles. Nous reviendrons en détail sur ces accusations et leurs implications. Et puis dans la seconde partie, nous analyserons la capacité d'Awa Domelo à rassembler les différentes sensibilités de la gauche ivoirienne à l'approche des échéances électorales d'octobre prochain. Pour en débattre ce soir, Eric Bayala, journaliste, analyste, Dr Daouda Ouattara, analyste politique, Cédric Koné, maître Cédric Koné, conseil juridique. Bonsoir à vous, chers consultants. Bonsoir. Et puis nous serons rejoints plus tard par Dr Simi Derou, historien et politologue, qui nous prendra au cours de cette émission. Tout d'abord, Dr Daouda Ouattara, quelle lecture faites-vous du ton et du contenu du communiqué du procureur de la République? Alors, quand j'ai eu connaissance de cette note et quand j'ai essayé de regarder la réaction des uns et des autres, alors je suis arrivé à la conclusion que les décisions de justice en Côte d'Ivoire et sous nos tropiques, et particulièrement en Côte d'Ivoire, les décisions de justice ou bien même les décisions émanant des institutions sont acceptées selon les chapelles politiques. Parce que le fait que ces décisions viennent de X institution ou bien de Y institution, le fait que ce soit le cas, les individus qui ont des opinions divergentes, les individus ou bien les militants des partis politiques, soit d'opposition ou bien soit du même camp, mais rejettent catégoriquement ces décisions-là. Parce que il y a donc un manque de confiance envers nos institutions. Voilà, j'en venais. Un manque de confiance en nos institutions, selon les positions politique de chaque individu, bien de ceux qui reçoivent ces décisions-là. Alors, ce qui fait que cette position-là crée une sorte de défiance vis-à-vis des autorités dirigeantes ou bien des institutions. Alors, dans une telle situation, il y a une fragmentation du tissu social. Ça met à mal les rapports entre dirigeants et dirigés. Alors que nous sommes dans un système où ce sont les institutions qui doivent faire les individus et non le contraire. Et là, c'est en ce sens que je vais paraphraser l'ancien président Barack Obama lors de sa visite en 2009 au Ghana, où il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes, même si c'est le contraire que nous remarquons actuellement en Côte d'Ivoire, parce que les partis politiques, surtout les grands partis politiques, essaient de se mettre au-dessus des lois, essaient de se mettre au-dessus des institutions et de certaines décisions. Et quand ces décisions sont prises là, ils ne s'y reconnaissent pas et puis bon, ils rendent à compte courant. Bien. Et ça a en effet que alors, on va revenir au sujet maintenant. Dr Daouda Ouattara, votre lecture du communiqué du procureur de la République? Alors, après la lecture de ce communiqué, je me dis que en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, je suis républicain. Je me dis que la justice fait son travail. Voilà, la justice fait son travail. La justice peut interpeller tout le monde sur des faits qui, selon elle, si cet individu est impliqué ou pas. Alors, on peut interpeller X, Y si la justice stipule ou bien soutient que cet individu est lié à un événement X ou Y. Alors, ma lecture est que j'observe comme tout le monde, j'observe le déroulement, je regarde, je lis, je m'informe et puis on attend la suite de l'enquête. Bien. Alors, Eric Bayala, au cours des différentes auditions, ceux-ci ont été cités. Messieurs Lida Kwasi, Moïse, ancien ministre de la Défense, et Kone Boubacar, ambassadeur à la retraite, comme étant les instigateurs de ces violences. C'est ce qu'on voit dans cette note du procureur de la République. Réaction là-dessus? Bon, ce que je vais dire dans un premier temps, c'est que les événements à partir desquels ces arrestations ont eu lieu sont des événements à déplorer. Nous les condamnons de façon très ferme. Et pour ma part, ça a été vraiment regrettable qu'un parti comme le PPACI, dans tous les communiqués qui sont en lien avec ces événements, je n'ai vu aucunement un communiqué du PPACI qui a condamné ces faits. On peut
être d'accord ou on ne peut être d'accord, mais la destruction d'un bus, la destruction d'un véhicule de police, ce sont des biens publics qui appartiennent à la communauté. Qu'on soit d'accord ou pas pour ceux qui ont participé à cela ou pour ceux qui ont été interpellés, d'abord, je pensais que c'était important de condamner d'abord les faits et puis ensuite d'essayer de comprendre l'environnement et la situation qui en découle. En ce qui concerne l'interpellation de M. le ministre Lida Kwasi, ce monsieur particulièrement, il est coutumier des faits. Ça fait la énième fois qu'il est cité dans une affaire qui participe à porter atteinte à l'autorité de l'État. Il a été épinglé au Togo où vraisemblablement il participait à un projet d'une insurrection qui devrait conduire à un coup d'État. Il a confessé, mais comme nous sommes dans cette Côte d'Ivoire où toutes les questions, quelles que soient pénales ou bien qu'elles soient des questions terroristes ou criminelles, on met tout sous la grosse coupole des questions de réconciliation nationale et de politique, il a bénéficié donc de la clémence du chef de l'État. Et cette affaire, bien évidemment, n'a pas pu suivre son cours jusqu'à son terme. Et voilà qu'aujourd'hui, des jeunes gens sont interpellés sur la base de faits qui sont réels, qui sont factuels. Et au cours des auditions, ils ont encore mentionné le nom de ce monsieur comme étant l'une des personnes qui a suscité ces manifestations. Naturellement, ce n'est pas seulement qu'à partir des faits du 1er août que M. le procureur de la République fait un communiqué. Toutes les fois où il y a eu des événements qui ont porté, qui ont un caractère national ou bien qui portent sur la compétence du procureur de la République, il a toujours produit un communiqué pour donner la position du parquet. Et je pense que c'est une information judiciaire qui vient d'être ouverte à l'encontre de non seulement les 11 individus qui ont été, qu'on appelle, appréhendés, et y compris de ceux qui ont été cités comme étant les instigateurs de ce trouble à l'ordre public qui, manifestement, est un acte de terrorisme. Parce qu'aller mettre le feu à un bus, caillasser un véhicule de police, ils avaient l'intention d'aller, qu'on appelle ça, mettre le feu à la CEI locale de Yopougon, s'attaquer à la mairie de Yopougon, qu'on appelle Niangon, mais au regard de tout ça, il fallait créer donc la psychose au niveau national pour faire croire que les Ivoiriens étaient contre la candidature du président de la République, mais que nenni, c'est une machination funeste, lugubre, dont les auteurs, les individus qui ont contribué à cela ont été pris comme des petits lapins au sortir d'un champ de patates, mais bien évidemment, ils seront présentés face à la rigueur de la loi pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Bien. Maître Cédric Koné, comment vous réagissez sur ce communiqué de Monsieur le procureur de la République? Et puis, quels facteurs historiques les violences préélectorales sont une constante dans notre histoire finalement? Pas obligatoirement. Pas forcément. Je réponds à votre seconde question. Mais avant d'aller plus loin dans ma réponse, je pense que mon contradicteur doit interroger les faits et l'actualité. Le 3 mars 2025, en conférence de presse, le président exécutif du Parti des peuples africains, Sébastien Dano-Djedje, dans ses propos liminaires, lorsqu'il s'est adressé à la presse, a condamné les violences de Yopougon. Dire face à la nation ce soir que le PPACI n'a jamais condamné ces violences, c'est prendre des libertés qui ne sont pas tolérables avec la vérité. Premièrement. Deuxièmement, ma réaction est technique. Voilà. Elle est technique dans ce sens-là où la Côte d'Ivoire a des lois. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un corpus législatif qui vient de la France. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc, pour des personnalités comme Moïse Lida Kwasi, qui a été un grand serviteur de l'État, et Koné Boubacar, des personnalités dont je suis solidaire aujourd'hui parce qu'ils sont détenus dans des conditions qui ne sont pas conformes aux lois, il faut appréhender nos lois, il faut comprendre nos lois, il faut interroger nos lois pour savoir dans quelles conditions
un ancien membre du gouvernement qui est un haut fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire et un ancien ambassadeur ainsi qu'un ancien président de la République peuvent être interpellés pour des faits qu'on leur reproche. La loi est claire. C'est la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005. En plus de cette loi, on a le Code de procédure pénale dans son titre 9, donc de l'article 648 et 657, qui définissent les modalités d'interpellation de ces personnalités-là. Et dans une des modalités, c'est de faire recours à l'Assemblée nationale ou au Congrès pour savoir si oui ou non on peut interpeller des personnalités qui ont servi l'État au plus haut niveau. Deuxièmement, Bayala, dans son storytelling, nous a dit tout à l'heure qu'il y a une machination qui est venue du ministre Lida Kwasi et qu'on a eu des aveux et tout ça. Je veux rappeler que dans la nuit du samedi 2 août au dimanche 3 août, des personnes ont été arrêtées dans des conditions déplorables. Sur la base de l'article 90 nouveau du Code de procédure pénale ivoirien, ces personnes-là ont droit à l'assistance d'un avocat ou à l'assistance d'un parent ou d'un ami. Ça n'a pas été le cas. Donc, quelle est la valeur probante des aveux qui sont obtenus dans ces circonstances et dans ces conditions? À ce jour, les avocats n'ont pas eu accès à leurs clients. L'état de droit, c'est un état dans lequel on respecte les règles qu'on s'est soi-même prescrit. Ce type d'agissement-là renvoie à ce qu'on appelle l'état d'exception, c'est-à-dire les états d'urgence. Est-ce que la Côte d'Ivoire a basculé dans l'état d'urgence pour qu'on prenne des libertés avec les libertés publiques ou est-ce qu'on doit suivre les règles de droit qui sont votées par les députés ou est-ce qu'on doit suivre ces règles de droit-là dont on a hérité de la colonisation française depuis longtemps? Ou alors on change carrément les règles de droit, nous créons un corpus judiciaire et juridique propre à nous, mais on ne peut pas dire que nous sommes un État de droit et ne pas fonctionner avec les règles qui ont été définies, qu'on a reproduites et qu'on reconduit dans le temps et dans l'espace. Merci Cédric Koné. Mais la question, c'est que ces deux personnalités sont citées par le procureur de la République et sont citées également par des personnes qui ont été interpellées lors de ces manifestations à Yopougon. Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. L'aveu, c'est la reine des preuves. Mais on fait un aveu en droit de façon libre et volontaire. On ne fait pas un aveu sous la contrainte. À partir du moment où l'avocat des personnes qui ont été interpellées n'a pas pu avoir accès à ces personnes-là, quelle est la crédibilité de l'aveu? Bien. Et Eric Bayala, allez-y, vous avez demandé la parole. Non, mais justement, vous voyez, les gens sont en train de nous produire ici un prêchi-prêchationnisme qui malheureusement ne peut pas accrocher l'intention et la compréhension des uns des autres sur un fait, sur des faits qui sont précis. Vous parlez d'assistance juridique, vous parlez de corpus, vous parlez de la procédure. Mais écoutez, dites-moi, depuis quand, pour saisir un terroriste, non. Les actes qui ont été commis sont des actes qualifiés des actes de terroristes. Et ceux qui ont posé ces actes-là, manifestement, avaient une intention très claire, créer la psychose au niveau national. Et ces actes-là sont graves. Mais est-ce que, parce que n'ayant pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, on peut forcément remettre en cause les faits dont tout le monde en a pris connaissance? Est-ce que ceux qui ont été pris sont, oui ou non, les auteurs de ces faits? C'est d'abord là le premier problème. Avant que leurs aveux ne puissent bénéficier d'une certaine crédibilité, comme vous le voulez, selon la procédure que commande le droit, mais est-ce que ceux qui ont été interpellés sont, oui ou non, on appelle ça les véritables responsables des faits? C'est d'abord ça le premier problème. Si oui, dès lors que ce sont ceux qui ont créé ce chaos-là, qui ont été pris, qui sont les premiers responsables des faits, leur responsabilité ayant été interrogée par donc, monsieur le procureur, il en découle que, manifestement, les moyens qui ont été mis à leur disposition, ils ont donné donc l'auteur de ceux qui ont mis les moyens à leur disposition. Comment est-ce que cela a été pris? Mais
la procédure ne fait que commencer. Et comme ces personnes ont été citées et que dans une procédure qui se veut juste et normale, il faut donc les mettre sur mandat de dépôt pour ne pas que ces personnes-là puissent entraver à la manifestation de la vérité. Les enquêtes se poursuivent. Une instruction judiciaire, information judiciaire a été ouverte. Au terme de cette information, on verra bien si ceux qui ont été cités, leur responsabilité pénale est-elle engagée ou pas. En ce moment-là, on viendra nous dire qu'on a posé un acte manqué ou il y a eu une inconduite dans la procédure. Mais je tenais à dire ceci, que face aux terroristes, la rigueur de la loi doit s'appliquer avec fermeté. Bien. Alors, je reviens sur ce communiqué déféré ce lundi 11 août à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre les susnommés pour les faits d'actes terroristes, complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation volontaire de véhicules et incendie volontaire de véhicules appartenant à autrui. Alors, Dr Daouda Ouattara, réaction sur ces faits et puis comment interpréter la chronologie des faits rapportés par le procureur de la République? Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivons cette enquête ou bien tout ce qui se passe concernant ce qui s'est passé à Yopougon. Alors moi, à mon niveau, je me posais un certain nombre de questions dont la principale est la célérité avec laquelle cette enquête est en train d'être menée et surtout l'interpellation qu'on appelle ça, du ministre Lida Kwasi Moïse et monsieur l'ambassadeur Koné Boubacar. Alors, vous savez, le samedi passé, ils étaient à la marche de Yopougon. Et aujourd'hui, nous sommes au mardi. Ils sont déjà, bon, selon le communiqué, si on lit bien le communiqué, ils sont déjà sous mandat de dépôt. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que cette manière de faire ne peut pas faire croire que nous sommes en train d'avoir affaire à une chasse aux sorciers. Alors, pour le commun des mortels, ça pourrait sembler à une sorte de chasse aux sorciers. Alors que, comme je le dis, pour nous autres, que la justice soit faite, qu'il y ait une impartialité pas possible pour gérer cette question-là parce qu'il y va de la sécurité nationale, il y va de la sécurité de la population, des biens, des services et surtout il y va de l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alors nous revenons de loin, comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus envie et même pas besoin de retomber dans certaines bassesses pour faire reculer l'économie du pays, le développement du pays et de façon globale le pays à tous les niveaux. Voilà. Donc, pour moi, pour nous autres, mon interprétation, ma lecture de cette situation, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit la fonction que tu as eu à occuper auparavant, si tu es accusé pour d'un quelconque fait, tu dois répondre devant la justice. Et si la justice décide que tu es innocent, tu seras relaxé. Et si la justice trouve que tu es comment on appelle ça, tu es coupable, alors tu seras condamné et on va avancer parce que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire, aucune famille, aucun nom, aucun leader d'ailleurs. Alors nous sommes tous égaux devant la loi. Alors que chacun réponde de ses actes, mais que cela se fasse de façon impartiale le plus possible. Voilà, c'est ce que nous demandons. Alors, nous sommes rejoints par Dr Derosimi. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes consultant également, historien et politologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans cette partie, nous parlons du communiqué du procureur de la République dans laquelle nous voyons bien sûr le ministre Lida Kwasi et Koné Boubacar, ancien ambassadeur cité. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, d'emblée, je pense que les actes pour lesquels ils sont mis en cause, je parle des actes, sont des actes à condamner. Voilà. Brûler des bus, s'en prendre à des véhicules, ce sont des actes à ne pas encourager. Voilà. Alors, étant en période électorale, avec le souvenir que tous les Ivoiriens ont de tout ce qui est crise électorale, je pense que la justice se doit de se saisir en utilisant tous les moyens dont elle dispose pour rétablir les faits. Cependant, il y a plusieurs coïncidences qui suscitent des interrogations. Voilà. On a comme l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que depuis un bon moment, la justice a un peu une célérité sélective, à telle enseigne que ce ne sont que les militants de l'opposition qui sont indexés. Si tel est que M. Lida et
le diplomate Boubacar sont impliqués. Je pense que les preuves seront données. Mais je pense que la procédure interpelle un peu. L'article 7 de la Constitution dit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit démontrée au cours d'un procès. Et pendant ce procès-là, il faut qu'il bénéficie d'une défense indispensable. Ce n'est pas encore le cas. Alors le procureur, je peux dire que c'est l'accusation. L'autre côté, c'est la défense. Donc il serait intéressant, pas qu'on remet en cause ou on doute la crédibilité du communiqué du procureur, mais il serait intéressant d'abord d'attendre que la défense, les avocats des prévenus se prononcent pour une analyse plus inclusive. Pourquoi ces courriers-là interpellent plus d'un? On a le procureur qui interpelle, dernièrement il a interpellé la population sur les questions des discours des haines et autres. Mais on a aussi l'impression que c'est dirigé vers un seul camp. Il y a M. Seredo, le ministre, qui a tenu par exemple des propos identitaires, je crois, en février 2025 dans le département de Koubli. Il est ministre délégué, il est cadre du parti au pouvoir, il est président du conseil général. Une plainte a été déposée par le docteur Osman Chérif, membre important de la JPDCI. Jusqu'alors, il n'y a pas de suite. Voilà. C'est bien beau d'encourager, je veux dire que l'initiative du procureur, quant à interpeller sur les discours de haine, est une initiative louable et à encourager. Mais il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que c'est une initiative qui est sélective, c'est une chasse aux sorcières qui est exclusivement dirigée contre les partis d'opposition. Pour moi, c'est la problématique majeure. Une fois cela est réglé, je pense que quand il y a une crise de confiance entre les citoyens et les institutions, particulièrement les institutions judiciaires, ça ne contribue pas impérativement à garantir la cohésion sociale. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Ah bien. Alors, Cédric connaît, pour parler comme docteur Terroussimi, on a comme l'impression qu'il y a une coïncidence. Il parle d'une célérité sélective. Et puis, la procédure qui interpelle, est-ce que vous voyez cette situation de la même manière? Bien sûr. Alors, déjà, on va prendre les faits dans leur déroulé. Il y a eu... On fera rapidement en une minute. Oui, en moins d'une minute même. Et je l'ai dit dernièrement sur le plateau, il y a eu une casse, il y a eu brûlure de bus. Automatiquement, sur Internet, on a commencé à avoir des trolls qui systématiquement accusaient l'opposition. Jusqu'à ce que dans la nuit du 2 au 3 août, on aille cueillir, voilà, c'est ça le bon terme, c'est même pas un terme juridique, on est allé cueillir des militants du PPACI chez eux. Tout à l'heure, mon co-contradicteur parlait d'acte de terrorisme, mais cette qualification-là, elle vient d'où? Elle vient du code pénal. Donc quand on prend une qualification dans le code pénal, on ne peut pas se défaire de la procédure. En droit pénal, le fond ne va pas sans la forme. Donc cette façon qu'on juge cavalière de faire là, c'est une façon qui n'est pas de nature à apaiser les tensions qui sont suscitées par des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. Ça ne peut pas être une bonne façon de faire dans la mesure où tout le monde prêche la réconciliation nationale, tout le monde prêche état de droit, tout le monde prêche diplomatie. Non, il n'y a pas qu'un seul camp en Côte d'Ivoire qui doit être accusé de tous les maux et de tous les péchés d'Israël. Il faudrait que cela soit clair une bonne fois pour toutes. La justice, c'est l'équité, ce n'est pas l'égalité. Voilà. Bien. Alors, Éric Bayala, allez-y. Oh, ben, je pense que, et justement... Une minute également. Oui, il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Mais je me réjouis que mes co-débatteurs parlent d'impression. Une impression, ce n'est d'autre qu'un sentiment personnel d'appréciation d'un fait. Et comme c'est une impression, je me garderai de vraiment me prononcer sur leur impression. Mais ce qui est juste et vrai, c'est que l'interpellation du procureur de la République ne se fait pas contre un seul camp. Il y a bien de militants proches du RHDP qui, sur les réseaux sociaux, ont tenu des propos discourtois, des propos attentatoires à l'ordre public qui ont été interpellés. On a même eu un militant, je pense qu'il est à Daloa, sans forcément le rattacher, sinon rattacher son militantisme à celui du RHDP, mais qui est sorti, qui a tenu des propos avec une maquette. Les enquêtes ont pris, il est sur mandat de dépôt. Donc, justement, n'ayons pas la mémoire sélective en ce qui concerne les faits. Le procureur de la République, c'est vrai, cela peut peut-être chatouiller votre aisance, mais souffrez qu'il a l'opportunité des poursuites. Il décide donc de poursuivre en fonction des charges que lui-même il apprécie. Et depuis la nuit des temps, c'est le rôle qui lui est dévolu
selon les charges qu'il occupe en tant que procureur. Bien. Et donc ça, on ne peut pas le lui enlever. Merci Eric Bayala. Allez-y, docteur, une minute aussi pour terminer. Alors, moi, j'ai 2 questions à poser. Non, vous n'avez pas de questions à poser, c'est un débat ce soir. Ce n'est pas à lui que je pose, mais c'est... Pourtant, je suis prêt à répondre si la question m'est adressée. Donc, 2 problématiques que je soulève. En une minute, docteur. En 1 minute. La dernière fois, j'avais demandé ici à qui profitait la chienlit qui a eu lieu à Yopougon. Alors, il n'y a pas eu de réponse. Alors, cette chienlit ne va profiter à personne, puisque le véhicule de police qui a été caillassé, c'est un bien public. Le bus qui a été brûlé, c'est un manque à gagner. La psychose, cette psychose-là, elle est pour tout le monde, que tu sois du parti au pouvoir ou bien que tu sois du parti de l'opposition. Alors, la deuxième question que je vais poser, ou bien la deuxième problématique que je vais soulever, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce sont seulement les cadres et les militants du PPACI qui sont mis aux arrêts. Cette question, je la pose aux juristes de Côte d'Ivoire et aux militants du PPACI et à tous les militants des partis politiques de façon générale. Pourquoi est-ce que ce sont ces cadres-là et ces militants-là qu'on arrête à ceux qui ont été interpellés sur la question. Bien, merci. Docteur, allez-y, une minute aussi pour terminer. Vous êtes la dernière intervention. Je voulais dire aussi que le procureur a l'opportunité, mais ça s'appelle que tout ce qu'il dit est factuel. Hein. Pour preuve, même quand le procureur a l'opportunité de lancer un mandat et autres, celui qui est inculpé a un avocat. Et le procureur peut lancer une initiative et à la fin, la personne peut être innocente. Donc, ce n'est pas parce que le procureur a lancé l'initiative que de facto, on parle d'équilibre. Il y a l'accès au niveau, il faut que l'accès au niveau de la justice soit égal. Parlant maintenant de mémoire sélective, moi je ne pense pas, j'ai posé un cas concret, hein, à part le militant se réclamant du RHDP, il se réclame, qui a été interpellé. Bon, souvent on parle de M. Joël Nguessan. M. Joël Nguessan, bien qu'étant du pouvoir, a été interpellé parce qu'il tenait un discours qui était en faveur de M. Thiam. Hormis ces 2 cas, on a M. Seredo qui a tenu son discours qui est là, la plainte est encore là. Donc ce n'est pas sélectif, c'est effectif. C'est effectif ce qu'on dit. C'est ce que je voulais préciser. Merci. On marque une courte pause. On revient juste après pour la seconde partie dans laquelle nous parlerons du ministre Awa Domelo, ex-cadre du PPACI. Est-ce qu'il arrivera à fédérer toutes les forces de la gauche ivoirienne? Réponse dans quelques instants. Eh bien, il est candidat à la présidentielle d'octobre prochain et il n'est plus également membre du PPACI. Awa Domelo se donne pour mission de fédérer, de réunir la gauche ivoirienne. Est-ce qu'il arrivera à réussir cette mission? C'est la grosse interrogation que nous nous posons dans cette seconde partie de votre émission Entre 2 News. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h50 sur les antennes de Reflet TV. Docteur Simidérou, est-ce qu'Awa Domelo a le profil et les qualités capables de rassembler toute la gauche ivoirienne? Ben, on ne va pas faire de prophétie. Hein. Moi, je pense qu'on d'abord on va analyser le contexte. Voilà, on va analyser le contexte parce que l'arène politique ivoirienne telle que nous voyons aujourd'hui, il est un peu difficile pour un seul parti de remporter les élections. Voilà. Alors, je pense que toute éventuelle reconstitution de la gauche n'est préjudiciable à aucune figure de la gauche. Quand je dis figure de la gauche, je parle de Laurent Gbagbo, de Simon, de Charles Blé Goudé, de Awa Domelo. Alors, vous voyez, dernièrement, lorsque Laurent Gbagbo, qui est la figure de proue de cette gauche, est revenu de la Haye, il y avait un peu des pics interposés entre ses partisans et ceux de Charles Blé Goudé. Après, Simone s'est retiré. On a vu Afi, à qui on a dit confier l'enveloppe vide. Mais lorsqu'il s'est agi de revenir dans la réalité politique avec l'appel de Bonois lancé le 14 juillet, je crois, 2024, alors, c'était un peu compliqué. Vous avez vu que Dano Didier s'est déplacé en personne et il a dirigé une délégation qui allait au siège du COGEP pour rencontrer Charles Blé Goudé. Il en a fait de même pour Afi, malgré son enveloppe vide, ils sont allés vers lui. Je pense qu'ils en ont fait de même pour Simone. Alors, le problème, ce n'est pas de savoir s'il va arriver ou pas. Moi, je pense que, est-ce que l'initiative est judicieuse? J'estime qu'elle est judicieuse. Parce que même si Laurent Gbagbo a son nom sur la liste électorale, il sera difficile pour lui, je dirais, même s'il a son nom qui est retenu comme candidat par le Conseil constitutionnel, il sera difficile pour lui de se passer de tous ses ex-camarades pour remporter l'élection. C'est valable pour Charles Blé Goudé, c'est valable pour Domelo. Donc, vu que nous sommes dans un contexte où il est difficile pour un parti de remporter les élections sans alliance, toute initiative allant dans le sens de consolider les alliances au niveau de la gauche, pour moi, elle n'est pas malvenue. Et je pense que cette alliance que M. Domelo, que je trouve pragmatique, est en train de mener parce que certains semblaient reprocher à Laurent Gbagbo le fait de ne pas avoir suffisamment œuvré
à reconsolider la gauche. Si Awa Domelo mène cette initiative, elle peut être salutaire pour lui, ça peut décrisper tous les éventuels, parce que c'est mon analyse, tous les militants de Blé Goudé, en majorité, les militants de Blé Goudé, les sympathisants de Simon et Domelo, sont quelque part des déçus ou des sympathisants de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on ne dira pas des frustrés? Bon, ça dépend du contexte. Donc je veux dire, je ne pense pas que les militants de Charles Blé Goudé soient en majorité des comment vous les appelez là, des débauchés du RDR ou du PDC. Il y a un électorat sociologique, pas qu'on le catalogue, mais qui est un peu figé. Donc c'est à l'avantage de la gauche. Ça peut être même à l'avantage de Laurent Gbagbo si son nom est retenu, puisque Domelo parle de candidature de précaution. Donc je pense que dans le champ politique ivoirien actuel, où aucun parti ne peut se réaliser seul, c'est une initiative qui peut aboutir. Et Domelo, je pense qu'il est conséquent, puisque dans l'annonce de sa candidature qu'il fait à Jeune Afrique, il avait déjà annoncé passer voir tous ses amis de la gauche. Il a déjà vu Simone, il a déjà vu Charles Blé Goudé, certainement qu'il verra Afi et Mamadou Koulibaly. Je ne pense pas que cette démarche-là soit préjudiciable à la gauche. Ben, bien. Voilà. Alors, Maître Cédric Koné, quelle est votre lecture de cette situation? Awa Domelo qui part à la rencontre de Simone et Yves Gbagbo, de Charles Blé Goudé et bien d'autres personnalités de la gauche ivoirienne. Est-ce qu'il arrivera à réussir ou d'aucuns disent que Laurent Gbagbo aurait échoué? Et puis, est-ce que la candidature des précautions est-elle encore valable dans la mesure où il n'est plus membre du PPACI? Ben, écoutez, la question même fait sourire, celle de savoir si Awa Domelo pourra fédérer toutes les sensibilités de la gauche. C'est la mission qu'il se donne. Voilà, parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un cadre que je ne citerai pas à l'antenne qui m'a dit « le cœur à gauche, le portefeuille à droite ». Donc, cette phrase-là, à elle seule, résume la complexité des termes et des concepts du microsome politique ivoirien. Qui est de gauche? Qui ne l'est pas? Qui est centriste? Qui est sociodémocrate? Qui est anarchiste? Qui est? La gauche recèle de tellement de sensibilité qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de dire qu'on rassemble la gauche. Quelle gauche est-ce qu'on rassemble? Parce que dans la gauche, il y en a de tout. On a votre confrère Herman Aboua, qui est écologiste. L'écologie, c'est également un courant de gauche. Donc, quels sont les acteurs que le camarade Awa Domelo entend réunir dans son rassemblement de la gauche? Parce que pour réunir, il fallait un socle. Il pouvait se donner cette mission-là au sein du Parti des peuples africains. Il devait déjà en parler au sein du Parti des peuples africains et puis ensuite prendre son bâton de pèlerin et aller rassembler toutes ces autres figures de gauche-là pour ensemble définir un programme de gauche, parce qu'on ne rassemble pas pour rassembler, on rassemble sur la base d'un programme. L'idéologie, elle est déjà là, elle a plusieurs courants, elle a plusieurs segmentations. Donc, à partir de ce moment, il faut prendre tout ça en compte, parce que les militants de gauche, et je le dis en analysant la France, parce que ces concepts de gauche-droite là sont nés au cours de la Révolution française. Donc les militants de gauche sont fondamentalement des gens de liberté. C'est des gens qui, sans être libertaires, font ce qu'ils veulent. Voilà. Disent ce qu'ils pensent, contrairement à la droite. Donc à partir de ce moment-là, sur quel pan Awa Domelo se place pour rassembler la gauche? Est-ce que c'est la gauche syndicale, c'est la gauche écologique, c'est la gauche politique? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi des choses qu'on dit souvent avec tabou, mais la politique en Côte d'Ivoire découle de la sociologie. Qui sont ceux qui adhèrent au parti de gauche? Généralement, c'est des personnes qui viennent de classes modestes ou des personnes qui vraiment en veulent à la société. C'est Soro Guillaume qui disait une fois qu'il s'est engagé en politique parce qu'il y avait trop de disparités dans la répartition des avantages sur le campus universitaire. Donc Soro Guillaume aussi, c'est quelqu'un de gauche, il faudrait que Awa Domelo aille le voir. Donc il faut encadrer la démarche pour savoir où on va, comment on va. Sinon, après, ça devient juste une campagne médiatique et ça pourrait ne pas porter ses fruits parce que tout compte fait. Les gens de gauche aujourd'hui qui sont fâchés entre eux, là, il y a un carrefour auquel
ils vont forcément se retrouver. On a vu que dans le cadre de Trop c'est trop, Bamba Moïféré a rejoint le président Laurent Gbagbo, le professeur Koulibaly Clémenlo Jérôme, qui a été mon professeur, a rejoint le président Laurent Gbagbo, Innocent Anaki Kobena a rejoint le président Laurent Gbagbo. Donc, à un moment donné de l'histoire, nous sommes obligés, nous les gens de gauche, de nous asseoir pour parler à l'aune des problèmes du pays. Bien. Docteur Daouda Ouattara, réaction là-dessus. Et puis, en quoi la notion de vision de gauche partagée dont parle Awa Domelo peut-elle constituer un levier stratégique face aux divisions actuelles au sein de l'opposition politique ivoirienne? Alors, il faut dire que, pour répondre directement à la question, tout est une question d'usure. Voilà, parce que là, maintenant, les plaies sont un peu ouvertes, béantes. Rien ne peut se faire. Voilà, c'est à l'usure. Avec le temps, avec la démarche, avec la manière, les choses vont s'installer. Et je profite pour dire que le président Awa Domelo est un peu nouveau sur l'échiquier politique. Quand il dit un peu nouveau, c'est maintenant qu'il a pris son envol en tant que leader charismatique d'une formation politique. Donc c'est un peu difficile. Il vient d'arriver dans le marigot, il doit faire ses armes. Et c'est avec le temps que cela va se faire. Alors, pour répondre maintenant à ta question... Première fois candidat à la présidentielle, mais il ne vient pas d'arriver dans le marigot politique ivoirien. Dans le marigot politique ivoirien, bon, pour la première fois, on a vu ce que ça a donné, ça a accouché d'une souris. Maintenant, c'est un chemin de non-retour. Parce que en 1995, quand il y a eu le PDCI, autant pour moi, le FPI Renouveau, après, il a rejoint ses camarades. Mais cette fois-ci, avec cette candidature de précaution, avec tout ce remue-ménage autour, je pense que c'est un chemin de non-retour. Qu'il le veuille ou non, il est maintenant obligé de voler de ses propres ailes. Alors, dans le fond et la forme, dans la forme d'abord, il a des prérequis, il a l'expérience, il a le nom, il a des contacts à l'extérieur, comme on l'appelle actuellement M. Brix. Et dans le fond, maintenant, qu'on se dise la vérité, il a une étiquette actuellement. Aux yeux de la majorité des militants de la gauche. Et cette majorité-là est détenue par le PPACI, qu'on le veuille ou non. Alors, il est étiqueté comme un traître aux yeux de ces derniers. Et ils ne sont pas prêts à effacer cela, à éponger cela. Alors, il sera difficile pour lui de repartir vers ses anciens camarades-là pour leur dire quoi que ce soit, pour essayer de les fédérer. Alors, on va aller plus loin. C'est le monsieur de la gauche, il est carrément à gauche, c'est l'aile dure de la gauche. Qu'on appelle ça, un conservateur souverainiste qui est avec le monde des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et les nouveaux pays qui viennent d'adhérer, qui est carrément à l'opposé, n'est-ce pas, du monde occidental. Alors, c'est un frein, un véritable handicap pour lui. Ça contribue à... C'est vraiment un véritable frein pour lui dans ce combat-là, parce que parmi les militants de la gauche, il y a les modérés, il y a ceux qui sont les centristes ou bien ceux qui sont au centre. Alors, il sera un peu difficile. Là où le charismatique président Laurent Gbagbo n'a pas pu gagner. Voilà. Bien. Alors, Eric Bayala, est-ce que la révocation d'Awa Domelo par le président Laurent Gbagbo marque une fracture irréversible au sein du PPACI ou est-ce une simple divergence politique? Oh, mais c'est à la fois les deux. Mais ce qu'il faut noter de cette révocation, c'est que tout à l'heure, Maître Cédric a parlé d'une chose qui était un dénominateur commun pour tous ceux qui se revendiquent de la gauche, c'est-à-dire leur liberté. Ils disent ce qu'ils pensent. Malheureusement, on constate qu'ils sont tous de la gauche, mais au sein de la gauche, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. Et Awa Domelo en a payé les frais. Voilà, donc il est clair que c'est très factuel. Pour avoir été un libre penseur, pour avoir fait une proposition au sein de la gauche à celui qui était censé incarner cette gauche, donc les libertés dont il se revendique, malheureusement, il en a payé pour son prix. Donc Awa Domelo a été révoqué de ses fonctions de vice-président en ce qui concerne le PPACI. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que cela renvoie comme signal? Y a-t-il combien de cadres qui, dans la posture d'Awa Domelo, militent au PPACI,
mais qui, bien évidemment, ont estimé que dans la marche vers la conquête du pouvoir, il faut avoir une démarche autre que tout sauf Laurent Gbagbo. Mais ces personnes-là ne pourront jamais extérioriser leurs pensées parce qu'au regard de ce qui s'est passé avec Adawa Dombelo, qu'il faut le dire, avait une très bonne proximité avec le président Laurent Gbagbo. Et bien avant ça, on a reçu ici le coordinateur du Zanzan qui a été relevé de ses fonctions parce qu'il a estimé qu'il a même eu une idée pour avoir écrit au comité de contrôle pour dire est-ce qu'il ne faut pas prendre des dispositions au cas où la candidature de notre mentor ne serait pas... Donc toutes les personnes qui prêchent un autre discours de liberté autre que, j'allais dire, le cantique et toute cette litanie ressassée par ceux qui sont proches du président Laurent Gbagbo, tant que vous n'êtes pas dans ce moule-là, mais tout de suite vous êtes révoqué. Et donc, on a à s'interroger de savoir que toutes ces révocations-là, qu'est-ce que cela implique? Donc, M. Dombelo, il s'en va, avec pour mission, en toute humilité, avant même de commencer sa tournée, il envoie un signal pour dire que j'irai vers les autres candidats pour qu'ensemble nous puissions voir ce qu'il y a lieu de faire pour sauver la gauche. C'est vrai, il s'investit d'une mission. Une chose est que peut-être on peut croire que la chasuble qu'il veut revêtir est plus grosse que la forme de l'homme, mais ce n'est pas faute de l'avoir essayé. Et donc, il a mis le pied à l'étrier. On attend de voir ce que ça va donner. Les consultations ont commencé. Mais une chose est sûre, si la figure de proue, qui est le président Laurent Gbagbo, qui incarne la gauche et qui l'a même révélé à la Côte d'Ivoire, n'a pas adhéré ou bien n'a pas la caution morale d'Awa Dombelo, bon, on se demande bien comment est-ce que le combat qu'il mène n'est pas déjà biaisé avant même de l'avoir entamé. Bien. Est-ce que la présidentielle à venir est une opportunité pour la gauche ivoirienne si elle est réunie autour de Awa Dombelo comme candidat, pourquoi pas? Oui, Awa Dombelo, mais comme si elle est réunie autour d'un candidat. Est-ce que c'est le meilleur profil au sein de la gauche aujourd'hui? À part Laurent Gbagbo, je pense oui, parce qu'il a un calendrier... Pascal Affi-N'Guessan aussi qui se présente comme l'alternative vu la géopolitique au niveau international, et regardez le discours de Dombelo. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, le docteur le qualifiait de rigide. Je pense que peut-être à côté de Laurent Gbagbo, c'est l'un des opposants qui a un discours incisif et clair envers le pouvoir en place. Et il a les mots, il parle de souveraineté, il se distingue. Et ce n'est pas un mot qui est étranger à la gauche. Voilà. Je l'ai toujours dit, pour moi, ce débat-là va cesser, ce débat sur l'opportunité de la candidature de Dombelo ou d'éventuels bisbilles entre lui et Laurent Gbagbo, ce débat-là cessera le jour de la proclamation des candidats retenus à la présidentielle. Aujourd'hui, il y a le Front commun. Dans le Front commun, on a Thiam et Laurent Gbagbo. On se rappelle les pics qui sont envoyés. Hein. Voilà. Certains diraient qu'un banquier ne peut pas gérer. On a parlé de ne pas être danois, d'autres parlaient des serpents. Thiam, dans le temps, disait qu'il fallait que le président Laurent Gbagbo essaie de prendre langue avec le président Ouattara pour qu'il soit sur la liste électorale. Dès qu'on l'a enlevé, il a durci le ton. Aujourd'hui, le PDCI, malgré les pics qui sont envoyés avec le PPACI, sont dans un front. En politique, tout est possible. Alors, il est dans l'intérêt de Laurent Gbagbo, si son nom n'est pas sur la liste électorale, soit d'adouber Awa Dombelo ou ensemble avec ses amis de gauche, de trouver une solution. Sinon, mais Alassane Ouattara fera au moins 20 à 30 ans au pouvoir et ça aussi c'est une réalité. Tant que la gauche n'est pas unie, il sera difficile pour elle de songer à reconquérir. L'avantage que l'opposition ivoirienne a aujourd'hui, c'est que tous ceux qui se sont mis en alliance avec Alassane Ouattara s'en sont sortis quasiment frustrés. Aujourd'hui, il est un peu difficile pour le PDCI, au-delà de toutes les tractations, de toute la magie politique qui peut être avancée, d'aller s'allier à Ouattara, vu le passé récent qui a du mal à être cicatrisé. Idem, Mabri, il y est, c'est vrai qu'il a dénoncé le 3e mandat, aujourd'hui il vient dire que le 4e mandat est légal, mais je veux dire, l'opposition ivoirienne est plus que jamais en pole position pour reconquérir le pouvoir. C'est vrai que les conditions des élections restent questionnables. En proposant quoi exactement aux Ivoiriens? Selon moi, c'est en cela que je pense que la proposition d'Awa Dombelo est réaliste. Il serait intéressant d'aller aux élections. Quand on le dit, certains disent, mais et la liste électorale? Je leur demande souvent, mais est-ce que si aujourd'hui, le président Ouattara, parce que c'est lui seul qui le peut, met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, comme l'audit n'a pas eu lieu, ils n'iront pas aux élections, ils vont partir. J'ai l'impression que les gens attendent toujours quand le débat de plan B est levé pour ressortir les autres questions qui sont là. Moi, je pense que si Laurent Gbagbo adoube, même si c'est vous, Siddiq, si vous adoube, et que toute la gauche est réunie,
je pense qu'ils ont de fortes chances, en allant aux élections, malgré ces conditions qu'ils déplorent là, de pouvoir influencer en leur faveur. C'est possible. Mais je veux dire, Kawado Melo dit qu'il est étiqueté, il serait difficile. Pour moi, en politique, difficile, mais pas impossible. Je l'ai dit, le tout-puissant Laurent Gbagbo, malgré qu'il soit au pouvoir, malgré qu'il soit avec tous ses amis en 2010, était obligé de solliciter d'autres partis politiques pour créer ce qu'on appelait la LMP. Parce que seul, on ne gagne pas une élection présidentielle. Et tel que le microsome politique ivoirien est aujourd'hui, il est difficile. Donc pour moi, le débat de la gauche, je l'ai dit une fois, bon, qu'est-ce qui prouve même que Laurent Gbagbo ne va pas adouber Kawado Melo s'il n'est pas sur la liste électorale? Malgré voilà. ce qu'on a vu tout récemment, voilà. Vous avez encore espoir? Attendons la fin. Parce que même si, je l'ai dit, même si Laurent Gbagbo est sur la liste électorale, je le vois mal remporter les élections s'il ne s'allie pas à ses amis de la gauche. Et ça sera le premier pas qu'il va poser. Parce que... Mais il y a plusieurs candidats dans la gauche ivoirienne. On a vu moi, je parle des figures de proue. Ça n'engage que le moi. rapprochement entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Absolument. Mais on assiste aussi à une révocation d'Kawado Melo. C'est ce que je dis. Affi a été traité d'enveloppe vide. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous disiez qu'il serait difficile, Affi a été applaudi par tout le monde quand il a rejoint la marche. Dans la gauche, tout est possible à tout moment. Et pour moi, l'essentiel aujourd'hui, la gauche estime que les Ivoiriens souffrent du régime Ouattara. Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est de s'évertuer à ce qu'un des leurs soit au pouvoir pour qu'il procure aux Ivoiriens le bonheur dont ils parlent. Mais aujourd'hui, la divergence au niveau de la réconciliation. Certains semblent militer pour une réconciliation autour d'un leader fort, pendant que d'autres estiment que, vu que ce leader-là ne semble pas réunir toutes les conditions, il serait intéressant de proposer d'autres options pour que la réconciliation se fasse autour de l'idéologie. En somme, moi, je pense que la gauche ivoirienne que nous voyons est capable de tout, c'est mon avis. Et si elle estime qu'elle ploie, aujourd'hui, elle a plusieurs militants qui sont en prison. Voici encore M. Lida Kwasi, et on est en politique, certainement qu'il y aura encore plusieurs problèmes de ce genre. La seule manière pour cette gauche-là, si elle estime que le pouvoir est arbitraire, c'est de se mettre ensemble et de penser à proposer un candidat en allant aux élections et utiliser tous les moyens dont elle dispose. Ben voilà. Bien. Docteur, maître Cédric Koné, réaction? Alors, moi je pense qu'il faut bien observer le jeu politique ivoirien et il faut essayer de décrypter la démarche des acteurs de ce microsome politique-là. Le Front commun, aujourd'hui, a des revendications éminemment politiques, dont la réinscription sur la liste électorale de ses leaders emblématiques, donc le président Laurent Gbagbo, le ministre Thiam, l'audit de la liste électorale, un non ferme au 4e mandat anticonstitutionnel du chef de l'État actuel. Donc ça, c'est le programme, c'est la ligne du Front commun. Quand on repart pour observer le PPACI, parce que Bayala a dit tout à l'heure des choses qui quand même m'ont fait réagir, c'est que le parti politique fonctionne avec des programmes et des projets et un fonctionnement. Et dans ce fonctionnement-là, on s'aperçoit que la candidature du président Laurent Gbagbo n'est pas venue ex nihilo. La candidature du président Laurent Gbagbo a été décidée à une convention. Avant cette convention-là, on a eu des comités centraux qui sont des organes suprêmes de décision du parti. Donc, il ne peut pas y avoir de voix discordantes. Si un temps soit peu, vous vous penchez sur les processus décisionnels au sein de la gauche, vous allez voir que c'est les tendances majoritaires qui l'emportent. Et à partir de cette tendance majoritaire-là, on dessine la ligne du parti. On ne peut pas, dans un parti de gauche, s'écarter de la ligne du parti, même si le débat, il est ouvert. La liberté d'expression et la liberté de ton ne correspondent pas au libertinage. Donc, pour ce qui est de la candidature du président Laurent Gbagbo, pour ce qui est des conditions des élections, je pense que l'opposition y va pas à pas. Il y a 5 revendications principales que l'opposition a formulées, a reformulées. La première revendication, l'une des revendications principales, c'est qu'il faudrait remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut également inscrire le nom du ministre Thiam sur la liste électorale. Il faut refonter, sinon reformer la commission électorale indépendante, parce que
elle n'inspire pas confiance aux Ivoiriens. Il faut auditer la liste électorale parce qu'elle est truffée d'anomalies et d'irrégularités, mais pas possible. Des femmes qui ont 500 enfants. Bien, on vous a bien compris, c'est déconnu. Dernière question pour vous. Voilà. Est-ce que vous partagez ce même avis que Dr Deroussimi quant au changement du mot d'ordre qui pourrait arriver à la dernière minute si Laurent Gbagbo est finalement pas sur la liste électorale? Mon avis est nuancé. Pourquoi pas en appelant à soutenir Awa Domelo candidat de la gauche? J'ai envie de citer le président Laurent Gbagbo. Doucement, doucement, on y va. Bien. Alors, docteur Daouda Ouattara, alors quand on a écouté docteur Deroussimi, on a comme l'impression d'entendre du tout sauf Ouattara en 2025, disons après octobre 2025. Et puis, est-ce que la gauche est capable vraiment de tout, comme il a si bien dit? Voir par exemple Laurent Gbagbo appeler à voter pour Awa Domelo à cette présidentielle? J'en viens. Parce que avant de répondre à votre question, j'aimerais répondre en substance quelques passages qu'il a eu à évoquer. En fait, quand il disait qu'il sera difficile à M. Awa Domelo de réunifier toute la gauche, en fait, je le dis parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit un cadre du PDCI ou bien du PPACI ou bien du FPI quitter Laurent Gbagbo et se lancer seul et puis s'éteindre seul. Je prends plusieurs cas. Je prends le président Mamadou Koulibaly, mon mentor. Je prends le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, où ils l'ont traité d'enveloppe vide, le FPI d'enveloppe vide. Je prends le ministre Charles Blé Goudé. Je prends Mme Simone Hervé Gbagbo. Il y a plusieurs cadres qui ont quitté le président Laurent Gbagbo. Alors, le cas du professeur Mamadou Koulibaly est palpable quand il a quitté le navire FPI. Alors, au grand jamais, il était candidat aux élections présidentielles de 2015. Sa candidature avait été validée. Mais jamais, au grand jamais, le PDCI, le FPI ou bien le PPACI n'a appelé à voter ce dernier. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas maintenant que... Bon, sait-on jamais, ce n'est pas maintenant que le président Laurent Gbagbo va le faire. Et j'ai même parlé d'étiquette. Parce que dans l'entendement des militants de cette gauche-là, quand tu les quittes, c'est comme si tu as trahi la lutte. Voilà, et ils ne font rien avec toi, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Allez-y rapidement, on a déjà terminé avec cette partie. Alors, pour revenir à votre question, avec la gauche, bon, comme nous sommes en politique, on ne peut pas dire jamais. Voilà, tout est possible. Alors, la gauche peut se retrouver, puisque, comme il a dit, il y a un carrefour. Il y a au moins une idée qui les unit tous. Le fait qu'ils soient de la gauche, ce sont des socialistes, ce sont des progressistes, ce sont des écologistes, etc., etc. Alors, rien qu'avec ça, ils peuvent se réunir et essayer de se surpasser, de laisser les égos de côté, choisir un super candidat. Un super candidat, comme ce fut le cas du RAIDP 2015, qui a abouti à 2010 à la candidature unique de l'actuel président Alassane Ouattara. Choisir un super candidat, tout le monde s'aligne, que ce soit M. Awa Domelo, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, Mme Simone Hervé Gbagbo, que ce soit un cadre quelconque de la gauche, tous les partis politiques peuvent se réunir derrière ce dernier. Et pourquoi pas le PDCI pour les accompagner avec ce monde qu'on a vu la dernière fois. Docteur. Éric Bayala, pour terminer, est-ce que ce super candidat pour vous dans la gauche ivoirienne, selon votre lecture, peut être la personne du ministre Awa Domelo? Bon, je pense que c'est une question que fondamentalement ceux qui sont de la gauche pourront vous répondre. Mais pour nous autres qui avons peut-être un regard un peu distant de la question, c'est de savoir comment est-ce que la gauche même s'organise. Parce qu'ils sont dans une alliance de dupes où chacun pense se saisir de l'autre comme étant une échelle. Et c'est ça la véritable... le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan s'allie à la gauche, du coup il se dit que bon, si le président Laurent Gbagbo n'est plus retenu et qu'il arrive à faire amende honorable, certainement que le président Laurent Gbagbo pourrait appeler à ce qu'on puisse accompagner sa candidature. Et donc, il s'engage. Mais quand vous regardez Mme Simone Hervé et M. Charles Blé Goudé, qui ont une posture qui n'est pas une posture qui se rapproche du Front commun, et ils sont plutôt en train de faire la promotion de la CAPSI, ça veut dire qu'ils ne voient pas ce rassemblement-là
autour du président Laurent Gbagbo. Parce que la question fondamentale, ça se situe à ceux qui pensent qu'il faut croire jusqu'au bout que Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo est l'homme de la situation, et à ceux qui pensent que nous sommes arrivés à une ère où il faut tout faire pour qu'il ait l'émergence d'autres compétences, d'autres personnes qui ont des valeurs de gauche, mais qui peuvent représenter la gauche autre que le président Laurent Gbagbo. Donc, dans ce starting block, on a deux entités. Nous tous, avec jusqu'à périr avec Laurent Gbagbo, et ceux qui pensent avec Awa Dombelo, M. Charles Blé Goudé, Simone Eivé, qui pensent qu'il faut un nouveau dynamisme, il faut une gauche qui puisse relever les valeurs de gauche, parce que avoir de près l'attitude du président Laurent Gbagbo sorti de prison, qui n'a pas pu réunir même les membres de sa propre famille. Il a proposé, je prends ses propres termes, il a dit que quand vous êtes sur un chemin, qu'il y a un gros caillou qui vous, qui vous empêche d'avancer, il faut contourner le caillou. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens avaient espéré que pour l'homme de gauche qu'on lui connaît, on l'a même traité entre griffes d'animal politique à cause de sa pertinence, à sa clairvoyance et sa vision, mais que nenni. On s'est bien rendu compte que c'était du flop et qu'à la vérité, il y avait une incompétence révélée pour pouvoir mettre toute cette gauche-là ensemble, bien, ne serait-ce que même dans sa propre maison. Merci Eric Bayala. Nous sommes au terme de cette partie. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Cédric Koné. Alors, c'est dit qu'aujourd'hui, moi, mon carton rouge, il est contre toutes les dérives arbitraires qui tendent à s'apparenter à de la répression systématique et généralisée contre les militants de l'opposition. On y a assisté depuis un certain moment. Michel Betta le dénonçait. Aujourd'hui, je le suis pour dénoncer. Ça a commencé avec la jeunesse du PDCI. Aujourd'hui, c'est avec les militants du PPACI, une députée suppléante qui a été arrêtée, Manu Militari. Ce ne sont pas des pratiques qui projettent une belle image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et ce n'est pas bon pour nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens parce que nous aspirons à la réconciliation. C'est-à-dire que nous ne voulons pas rentrer dans un cycle de vengeance, de revengeance. Ça n'est pas bon. Quel avenir, quel exemple on donne à nos enfants? Donc, encore une fois, carton rouge, instaurons la démocratie, respectons les textes de loi et allons de l'avant. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Ah oui, carton rouge, mais c'est plutôt, peut-être que je vais porter en tosse, mais c'est sur ce même plateau de Reflet TV, j'avais appelé l'attention des uns et des autres sur la compétence du COCAN à pouvoir faire face à tous les, je veux dire, les prestataires qui jusqu'à présent n'avaient pas encore été totalement payés. Et je pense que depuis, même avant même la fête de l'indépendance, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le COCAN, a pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, tous les prestataires qui sont intervenus dans l'organisation de la CAN, chacun est passé au guichet et je voudrais vraiment dire merci au COCAN, notamment au Premier ministre et au Président de la République qui ont vraiment tout mis en œuvre pour que cette question-là soit réglée. Merci d'avoir fait un carton vert. C'est le premier carton et dernier carton vert. Allez-y, Dr Daouda Ouattara. Alors, moi, mon carton très rouge à l'endroit de certains agents des forces de l'ordre. Parce qu'il y a une vidéo qui circule sur le méta où un chauffeur malien se plaignait du fait que le gendarme ait caillassé son véhicule à cause de 500 francs. En tout cas, ça n'honore pas les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas l'image du pays. Alors, carton rouge à ces derniers. Bien. Docteur Derossimi, carton rouge. Carton rouge pour toutes ces coïncidences au niveau des arrestations qui donnent l'impression qu'on a une répression qui est ciblée contre l'opposition. Il serait intéressant que l'atmosphère politique soit suffisamment décrispée pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer le plus librement possible. Voilà. Bien, c'est l'heure maintenant du chiffre du jour.
Le chiffre du jour, 90 milliards, c'est le montant total investi par le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire en 2024 à travers plus de 100 projets ciblant principalement les zones vulnérables et frontalières selon son rapport annuel publié le 4 août dernier. 90 milliards de francs CFA investis à travers plus de 100 projets ciblant principalement les zones vulnérables. Réaction de la suite, Dr Daouda Ouattara. D'accord. Je vais commencer par dire que 90 milliards, c'est quand même beaucoup pour... C'est beaucoup d'argent, en fait. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, là où ça a été injecté, bon, je pense que l'initiative est louable. Mais là où je graisse un peu dedans, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une véritable politique d'autonomisation de nos pays du tiers-monde, en particulier la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien. C'est de la Côte d'Ivoire que je veux parler. Il va falloir que ces apports extérieurs-là puissent diminuer, chuter considérablement, ou bien ne puissent plus exister, si je peux m'exprimer ainsi. Il va falloir qu'il y ait des politiques d'autonomisation véritable au niveau de nos pays du tiers-monde. Il va falloir que l'État, les décideurs et toutes les couches sociales se mettent ensemble pour trouver un mécanisme qui puisse nous sortir de ces endettements à n'en point fini. Bien. Cédric Okone. Alors, moi, ça m'interpelle quand même quant à l'usage, la destination et l'objectif de ces fonds. 90 milliards, c'est énorme. Le secteur dans lequel ça a été investi, certes, c'est un secteur louable quand on veut parler de philanthropie, mais est-ce qu'il y a des retombées véritables pour les populations de ces zones-là? Parce que cet investissement massif-là, au-delà de la publicité, des rapports qu'on va faire, est-ce que dans le quotidien des populations, on sent l'effet de ces 90 milliards? C'est-à-dire que si on a une personne qui n'avait pas d'emploi, qui a vu son projet financé par cet argent-là, est-ce que derrière, il y a un encadrement pour permettre à la personne dont on a financé le projet de se lever et de s'épanouir véritablement? Parce qu'une chose, c'est de donner des fonds. Une autre chose, c'est de pérenniser ces fonds-là dans la durée et dans l'espace pour permettre de créer véritablement de la richesse. Parce que c'est un peu ça le mal de notre État. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire n'arrive pas à encadrer, accompagner des promoteurs de projets et on se plaint du manque d'emploi. Alors qu'on peut arriver avec de l'encadrement à la création véritable d'entreprises et de richesses pour le bonheur des populations. Merci, docteur Derou. Chiffriste, hein? Bon, c'est bien beau, je vais le rejoindre. Bon, j'en entends 90 milliards, ça a servi, mais on serait plus à l'aise si cet argent-là avait été exploité à bon escient. Si c'est le cas, Dieu merci, puisqu'on parle de vulnérabilité. Si ce n'est pas le cas, il serait intéressant de mettre en place des mécanismes, je dirais, transparents, afin que les résultats soient ceux qu'on escompte. Voilà. Bien. Eric Bayala, pour terminer. Moi, je salue cet engagement des Nations Unies qui a investi autant d'argent pour les populations en situation de détresse, des populations vulnérables. Mais je pense que si les Nations Unies arrivent à investir autant d'argent, c'est parce que cet argent, heureusement que ce n'est pas un prêt, c'est un accompagnement, c'est un appui. Donc, on n'a pas à s'en faire à ce niveau. Bien au contraire, il faut saluer la politique du président Alassane Ouattara. C'est parce qu'il y a un environnement sain, il y a des mécanismes qui ont été mis en place et donc les Nations Unies veulent accompagner les régimes. Les Nations Unies accompagnent donc les gens qui sont dans, dont le régime en place a pu tenir un certain nombre de dispositions pour que les Nations Unies puissent les accompagner. Parce qu'il y a certains pays autour de nous on connaît comment ces pays-là fonctionnent, mais jamais on a entendu dire que les Nations Unies y sont allées pour apporter un tel appui. Et s'ils ont fait référence à la Côte d'Ivoire, c'est parce que le leadership de celui qui conduit la destinée de la Côte d'Ivoire rassure. Et donc, les Nations Unies sont venues pour accompagner, j'allais dire, toutes les dispositions qui ont été mises en place par la vision du président de la République. Bien, merci Eric Bayala, journaliste, analyste aussi, docteur Derou Simi, historien, politologue, consultant, spécialiste des questions de gouvernance et de démocratie, ainsi que de paix. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Merci à vous, docteur Daouda Ouattara, analyste politique, et maître Cédric Okone, conseiller juridique.
Chers téléspectateurs, à vous aussi, rendez-vous prêt pour demain pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.